Quelqu'un lui dit que c'est mute? Ah, ça y est. Ah non. Ok, Du coup, bonjour et bienvenue. Je suis vraiment désolée pour ce problème technique. Tout est de ma faute. Je suis trop contente de pouvoir vous annoncer finalement que Aurélie Jean est là, elle attend, elle a hâte de venir. Je n'arrive plus à la retenir. Et on va directement commencer avec un petit sondage en vous présentant Aurélie Jean. C'est: est-ce que vous pensez que les algorithmes peuvent vous aider à trouver l'amour? Et voilà, dans 3, 2, 1, je vous présente Aurélie Jean. Tout le monde, un maximum d'applaudissements évidemment. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va super. Bah écoute, bienvenue. Alors, pour te présenter, Aurélie Jean, scientifique, entrepreneur, autrice, mais également spécialiste en modélisation algorithmique et également, soit dit en passant, mon idole aussi. Hein, on est tous très heureux de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter, un peu dire où est-ce que tu en es, quoi? Alors moi, j'ai fait plus de 10 ans de recherche académique et depuis maintenant 7 ans, je suis sortie du système académique. Moi, je suis aux États-Unis depuis 2009. J'ai travaillé dans des universités américaines, principalement dans la modélisation computationnelle algorithmique pour la médecine. Donc, je travaillais sur le cœur, le cerveau, l'os spongieux, etc. Puis après, j'ai travaillé 2 ans dans le domaine économique et financier à Bloomberg à New York. Et puis, j'ai lancé une première boîte qui est une agence de conseil et développement. Avec mon équipe, on va développer des modèles, des stratégies data, de la due diligence et tout. Et puis, j'ai créé une deuxième boîte qui est une startup de deep tech dans le domaine médical. Donc, je suis restée dans le domaine médical où en fait, on a développé avec mes partenaires en fait une techno pour un modèle algorithmique pour aller détecter le cancer sur une simple mammographie plus de 2 ans avant que tu vois la tumeur. Et puis à côté, voilà, j'écris. Donc, les gens me connaissent surtout pour l'écriture en fait, souvent. Ouais. Parce que c'est ça qu'on voit, tu vois. J'écris des livres, j'ai une chronique toutes les semaines dans le Figaro et tous les mardis matins sur France Culture, en direct. Donc, pour moi, c'est le lundi soir à LA. Mais c'est vrai que, tu vois, je développe des modèles à côté. Par exemple, pour un parfumeur, j'ai travaillé sur un modèle de détection de signature olfactive des parfumeurs d'il y a un siècle pour arriver à comprendre pourquoi les parfumeurs d'il y a un siècle de cette boîte créaient les parfums de cette manière, tu vois. Moi, j'aime bien aller toucher un peu à tout, puisqu'en fait, les maths sont les mêmes. Après, c'est comment tu vas aller chercher la data, comment tu vas l'exploiter. On est plus alors dans un travail de données ici que Ouais. de mathématiques, quoi. Ok, c'est trop cool. Alors, est-ce que je peux rassurer le chat et dire qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de chat GPT, peut-être un peu pour Non. le cadre de la Saint-Valentin, mais toi, t'es vraiment, on va être beaucoup plus dans de l'algorithmie et dans des modèles qu'on appelle plus communément d'intelligence artificielle. Moi, j'avais quand même une petite question. Est-ce que le fait de dire intelligence artificielle, parce que j'avais vu une de tes stories qui disait que le fait de dire intelligence artificielle, finalement, ce n'était pas... Ouais, en fait, c'est un mot qui a été créé dans les années 50 aux États-Unis lors d'une conférence d'été avec plusieurs scientifiques, dont McCarthy, Minsky et autres. Et en fait, c'est un mot qui est maladroitement utilisé aujourd'hui. Alors, je te la fais rapide, hein, mais à l'époque, en fait, il y a deux biais. Le premier, c'est que on cherchait à modéliser et simuler l'intelligence humaine et on l'a réduite à l'intelligence analytique uniquement. Parce qu'il faut quand même remettre, c'est dans les années 50. Et pendant très longtemps, on a pensé que l'intelligence humaine, c'était que de l'analytique jusqu'à créer le fameux QI, tu vois, qui mesure que ton intelligence analytique. Hein, ça mesure rien d'autre. Hein. C'est ça, c'est ça. Et en fait, il a fallu attendre les années 80 pour que un psychologue américain, Robert Sternberg, il y en a eu d'autres qui ont travaillé là-dessus, se dise, bah non, il y a aussi d'autres composantes de l'intelligence humaine. Tu as l'intelligence émotionnelle, créative, pratique, c'est le fameux bon sens, quoi, la déduction. Et le deuxième biais, c'est que le mot intelligence en anglais, il a un double sens. Et intelligence, ça veut dire aussi information. C'est comme dans CIA, la CIA. Ou BI for Business Intelligence, c'est aussi informationnel. Et donc en fait, il y a un double sens qui peut-être en fait a été perdu avec les années. En théorie et en pratique, ce qu'on fait, c'est de l'intelligence analytique artificielle, c'est-à-dire qu'on va modéliser et simuler l'intelligence analytique humaine. En tout cas, on va simuler le résultat. Et en fait, c'est vachement important de dire ça parce que quand moi les gens me disent ouais, est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'humain? J'ai envie de dire, bah en fait, mec, c'est déjà arrivé, quoi. Parce que analytiquement, moi, mes modèles, ils font des calculs que je suis incapable de faire, tu vois. Par contre, c'est en termes d'émotion, en termes de créativité et de sens pratique, bah, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, les modèles d'IA ne modélisent pas ça. Ils vont possiblement en simuler certaines composantes. Par exemple, tu vois, alors je sais qu'il faut pas parler de chatbot, mais tu vois, si tu fais un chatbot qui te dit tous les matins je t'aime,
Bah, en fait, c'est pas parce qu'il le dit qu'il le ressent. Il y a pas d'intelligence émotionnelle, tu Bien vois? sûr. C'est hyper intéressant, moi je trouve personnellement. Et du coup, tu fais une super transition parce qu'aujourd'hui, on est là pour justement un peu voir et parler de l'algorithmie et un peu l'amour finalement. Et on en profite parce que c'est la Saint-Valentin. On a un sondage qui est dans le chat de est-ce que l'algorithme peut vous aider à trouver le véritable amour. Alors pour l'instant, on voit qu'il y a quand même plus de noms que de oui. Donc j'ai hâte de voir ce que tu vas dire et par où tu vas commencer. Il y a une question vachement intéressante de Ouais. Ipario. Est-ce que l'IA serait capable d'acquérir des compétences créatives? Et je pense que c'est vachement intéressant d'en parler de ça aussi. Ça dépend ce que tu nommes la créativité, en fait, Ipario. C'est-à-dire que il y a des gens aujourd'hui qui profitent de tous les développements en IA et les évolutions pour remettre en question certaines définitions. Mais en fait, la créativité, ça fait longtemps que les gens l'ont définie. Quelque chose qui est créatif, c'est quelque chose d'original, on le sait, mais c'est aussi quelque chose qui provient d'un individu, d'un être vivant, de quelque chose qui a une intention et un ressort. Et je te dis ça parce que, par exemple, je me souviens, il y a un peintre américain des années 30 qui s'appelle Jackson Pollock et qui balançait de la peinture sur ses toiles et ça faisait des énormes taches magnifiques. Et en fait, il y a eu un robot qui a fait ça, tu vois, sur un tableau et les gens ont dit, regardez, il y a un robot qui fait du Jackson Pollock, genre, c'est la même chose, quoi. Et en fait, c'est ne pas comprendre ce qu'est la créativité parce que, en fait, Jackson Pollock, comme beaucoup d'artistes, il avait des névroses, il avait une intention, c'est pourquoi tu fais la chose. Un robot, une machine, une IA n'a pas d'intention. Et dans Harvard Business Review France, j'ai écrit un papier avec des créas justement et un spécialiste en analyse du langage et qui s'appelle les cinq mythes à déconstruire sur l'IA générative et la créativité parce que je pense que c'est important de casser tous ces mythes. Et en fait, tu vois, quelque part, si tu veux, c'est lié au sujet d'aujourd'hui, les algos et ce qui peuvent nous trouver le grand amour parce qu'en fait, l'amour, c'est quelque chose d'incapturable, c'est quelque chose d'ambigu, c'est quelque chose de compliqué et que en fait, c'est de l'ordre de l'émotionnel. Et tu peux pas tout mathématiser, tu vois. C'est vachement plus complexe que ça. Tu vois ce que je veux dire? À fond. Tu vois, on parle de ça parce qu'on parle des applications de rencontres. Et en réalité, en fait, ces apps, elles permettent de mettre des gens en relation, tu vois. Ouais. Mais c'est pas fait pour trouver grand amour. En plus, franchement, si tu réfléchis 2 secondes, l'objectif de ces apps, c'est pas que tu trouves le grand amour à la première personne que tu rencontres, sinon il fonctionnerait plus, quoi. Il mettrait la clé sous la porte. Donc, mais par contre, c'est bien pour rencontrer des gens, tu vois. Mais en fait, ça peut pas, au regard de comment l'algorithme fonctionne, sur quel type de critères, tu vois, tu vas commencer à regarder des photos, tu vas regarder des choses qui sont de l'ordre du superficiel, puis les gens vont t'aimer ou pas t'aimer en fonction de critères aussi superficiels. Ça va prendre en considération certains critères que tu as, comme par exemple implicite et explicite. Explicite, c'est par exemple, je veux un mec entre 30 et 40 ans, ou alors implicite, ça va être le type de profil que tu auras tendance à liker ou à swiper à gauche. Et en fait, moi, je le dis souvent, j'ai passé 11 ans avec un homme en surpoids et il était sublime à mes yeux, et pourtant, je swipe à gauche des mecs qui seraient en surpoids, et c'est complètement illogique, en fait. C'est irrationnel. Parce que, en fait, tu peux tomber amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est idiot, quoi. C'est complètement idiot. T'as surtout le côté physique, comme tu dis, et tu le dis très bien, tu utilises le mot Bah superficiel, parce que c'est extrêmement basé sur des choses extérieures. Et en fait, finalement, quand tu aimes des gens, c'est parce que c'est les interactions que tu as avec eux, en fait. C'est les interactions que tu construis et que tu passes du temps avec eux. Exactement. Du coup, la question, ce serait qu'est-ce qu'une IA pourrait aider là-dedans? Parce que clairement, là, ici, on voit qu'on peut récupérer des données, mais les données sont faussées. Parce que clairement, on va pas forcément swiper ce qui vraiment nous intéresserait dans la vraie vie, finalement. Moi, ça me fait toujours penser à ces émissions en mode, oui, on a fait des calculs des profils, les coachs en séduction vous ont en mode compatibilité, tu vois. Est-ce qu'une IA pourrait... Enfin, tu vois, genre, quel genre de données il faudrait lui donner, tu vois, du coup? En fait, t'as raison sur un point. Je voyais dans le chat, quelqu'un disait qui se ressemble, s'assemble. Alors déjà, ça, c'est une expression qui est pas forcément vraie dans la réalité. Parce qu'en fait, la complémentarité, c'est aussi ce qui fait un couple. Maintenant, cela étant dit, qui se ressemble, s'assemble, ok, why not? Mais après, sur quoi tu t'appuies là-dessus? Moi, je me moque de savoir si le mec que je vois sur l'app de rencontre, il aime les chevaux et qu'il aime faire du sport, tu vois. Genre, en fait, je m'en fous, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses sensibilités émotionnelles, ses sensibilités politiques, tu vois. Moi, clairement, tu vois, je pourrais pas être avec quelqu'un qui a des sensibilités politiques extrêmes, tu vois. Ou encore les valeurs. Et ça, tu le vois pas sur les apps. Ah oui, ça tu le vois pas du tout. Ah oui, clairement. Pour le coup, moi je t'avoue que j'ai été au Japon, tu vois. J'ai rencontré des personnes là-bas. J'aimais bien une personne et il y a eu un clash tellement fort niveau éthique, une manière de parler d'autres personnes en fait,
que ça m'a Exactement. complètement dégoûtée, en fait, c'est pas possible, tu vois. Voilà. Et tu sais, je vais te dire un truc, on aurait un algo qui tirerait les choses aléatoirement, donc tu verrais des profils aléatoirement, bah il y a un moment, tu aurais aussi des chances de rencontrer quelqu'un et d'échanger avec cette personne et que ça marche, quoi. Donc il y a plusieurs paradoxes dans ces applications. Faut reconnaître les limites de ces apps, tu vois. Elles vont pas te trouver le grand amour. Elles vont te permettre de mettre en relation avec des gens. Moi, je me suis fait des potes sur des applications de rencontres, donc tu vois, il y a un énorme paradoxe aussi. Parce que moi, j'ai plein d'idées, en fait, sur les applications de rencontres. Par exemple, je suis persuadée que Bourdieu, c'était un sociologue français qui est décédé dans les années 2000, je crois, et qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la distinction. Ça a été son œuvre majeure, et en disant, en fait, que les gens se distinguent et se reconnaissent avec des signes. Ils reconnaissent en fait leur appartenance sociale, leur capital culturel, économique et autres, et qu'en fait beaucoup de gens critiquent cette théorie. Et en fait, quelque part, moi c'est ce que je défends. Je dis en fait que les applications de rencontres, elles ont démontré que ça existait, puisqu'en fait, alors même que tu n'expliques à aucun moment ni ta classe sociale, tu vois, ni ton métier, parce que t'as pas le métier forcément, et ben en fait, pour autant, les gens se retrouvent, ça a été démontré, hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des signes qu'on perçoit pas explicitement. C'est bizarre, tu vois. Après, il y a un paradoxe avec le concept de grand amour, c'est qu'il n'y a pas de grand amour dans l'absolu. Un grand amour, il existe en fonction du moment de vie où t'es. C'est-à-dire que, quelque part, si on t'avait dit à 20 ans, tiens, c'est celui-là ou celle-là avec qui tu dois être parce que c'est ton grand amour, peut-être tu penses que c'est ton grand amour dans l'absolu, mais en réalité, en fait, à 20 ans, t'es différent à 30 ans. Et quelque part, les relations que t'as eues et qui se sont peut-être interrompues, elles ont eu peut-être raison d'exister parce qu'elles t'ont fait grandir. Elles t'ont fait prendre conscience de ce que tu voulais, de ce que tu ne voulais pas chez l'autre, de ce que tu voulais ou tu ne voulais pas dans une relation à deux. C'est très bien ce que dit Basilique Végétal. La réalité du monde social ne repose ni sur les individus, ni sur les groupes, mais sur les relations entretenues entre ces éléments. C'est exactement ça que dit Bourdieu. En fait, on existe à travers nos interactions. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends en fait que on existe à travers les signaux qu'on s'envoie les uns aux autres. Sans en dire plus, je l'aborde dans mon prochain bouquin qui sort à l'automne, mais j'en parle pas plus. Mais voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je dis, bah voilà, Bourdieu, il a essayé de démontrer la distinction avec des enquêtes sociologiques. Et en fait, quelque part, on peut le démontrer avec les applications de rencontres. Bah oui, non, mais je vois et je suis tout à fait d'accord. Alors, hors sujet, curieux des implications militaires des intelligences génératives. Les IA génératives, déjà, elles sont utilisées un peu partout, hein. En fait, on a une idée biaisée, en tout cas en France, parfois, lorsqu'on parle du militaire, c'est qu'on pense forcément militaire égale guerre égale tuer. Mais en fait, c'est la défense au sens général, c'est protéger, aller sur des zones pour aller aider des populations après un accident, une catastrophe naturelle, etc. Cela étant dit, c'est marrant parce que moi, c'est pas tant les IA génératives qui m'intéressent côté défense, c'est plutôt la dérive de l'usage des réseaux sociaux comme source d'information et de propagande qui ont un impact énorme sur la souveraineté des États et qui influencent énormément les opinions sur les différents conflits et qui induisent après des actions militaires peut-être orientées. Et quand on parle d'IA générative, en fait, on a tendance à le voir que sous un certain prisme. Et par exemple, si tu me demandes quelles sont les implications dans la défense, je te dirais, l'IA générative, ça peut être un très bon moyen pour un soldat qui est dans une mission où il est seul pendant très longtemps. Une IA générative peut l'aider à s'orienter, un agent conversationnel. Enfin, tu vois, c'est très vague, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que dès qu'on aborde en fait ce sujet d'IA, c'est un peu un langage bagage et on met tout dedans. Tu vois, même lorsqu'on parle d'implications militaires, c'est encore très vague en fait, tu vois. À fond. Non mais je suis d'accord avec toi. Et Pario qui a posé une question que je trouve intéressante aussi, c'était, il y a des personnes qui ont peur de passer pour quelqu'un de bizarre ou de malsain, par exemple, sur les applications de rencontres. C'est vrai ? Oui. Moi, je vais te dire, alors après, parce que moi, c'est ma personnalité, je me moque de ce que les gens peuvent penser de moi, mais ça te permet de faire le tri, quoi. Moi, je me dis, si la personne, moi, j'ai un côté un peu nerd et je le sais, tu vois, et si ça gêne, quelqu'un, il a le droit d'être dérangé par ça, c'est pas grave, ça veut dire qu'on peut pas être ensemble, c'est pas grave. Ça. Et en fait, ça t'économise du temps. Ouais, je sais pas si les gens savent, mais séduire, la racine de séduire, c'est pousser à la faute. Donc il y a un côté un peu mensonger dans la séduction. Alors, qui est classique, tu vois, tu essaies de te montrer sous son meilleur angle, tu vois, et je sors très vite de ça parce qu'en fait, je me dis, tu sais, moi, je suis moi, et je peux pas fondamentalement changer qui je suis, quoi, tu vois. C'est ça. Je pense exactement comme toi, donc ça me fait vraiment très très fort rire. Je sais pas si toi t'as vu ça, moi j'ai passé trop de temps dans ma vie à vouloir plaire à trop de gens, et en fait, je me rends compte qu'au final, c'est pas moi, tu vois, et qu'il faut move on un peu, et en fait, au final, tu découvres des gens encore plus extraordinaires parce que ça fonctionne encore mieux, tu vois. Ça doit être, en plus, parce que t'es une fille comme moi, on a un côté, en plus, si tu l'as, Laura, enfin moi je l'ai, le complexe de la bonne élève. Tu sais, t'as envie de plaire, quoi, t'as envie d'être gentille, t'as envie de sourire, parce que depuis toute petite, on nous a un peu formaté comme ça. Je dis toujours, dans la vie, il faut que tu arrives à vouloir et à apprécier de plaire, et il faut vouloir et apprécier de ne pas plaire. C'est ça.
tu vois. Ouais, à fond. Et il faut l'accepter, et c'est pas grave en fait. Mais une fois que tu Oui. l'as accepté, en général, tu t'y plais encore plus, finalement, après. Exactement. Alors moi, ça m'a pris des années, hein. Tu sais, moi, j'ai 42 ans, donc mais ça arrive. Mais du coup, par rapport à ce truc de bizarre, est-ce que l'IA pourrait permettre d'améliorer ces points? Mais du coup, est-ce qu'au final, du coup, ce serait pas se cacher si c'est pour essayer de te présenter sous un meilleur angle parce que t'as trop peur de la manière dont toi tu te présentes? Est-ce qu'au final, Ah! est-ce que c'est bien ou pas? Ou alors est-ce que au final, c'est aussi te créer une sorte de vitrine et donc on retombe dans quelque chose aussi de superficiel où t'as peur de te mettre à découvert Ouais. aussi, tu vois? Tu sais, moi, je suis assez, libérale, progressiste dans le sens où moi, je considère que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils font de mal à personne et pas à eux-mêmes non plus. Et en fait, je pense que oui, parce que c'est ce qu'on fait lorsqu'on décide, tu vois, de mettre un beau t-shirt, un beau pull, se maquiller, mettre, tu vois, un truc comme ça, un beau rouge à lèvres. Moi, j'adore le rouge à lèvres. Mais en fait, le truc, c'est que faut pas que ça te fasse mal, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a l'impact, en fait, de cette différence entre monde réel et monde virtuel. On le voit énormément avec cette distinction réel-virtuel qui devient un peu confuse. Dana Boyd, qui américaine, qui regardait en fait l'impact de nos comportements dans le monde virtuel sur le monde réel. Je te donne un exemple, c'est pour revenir sur les applications de rencontre. La manière dont on échange avec les gens sur ces applications ou la manière dont on échange tout court sur une messagerie instantanée et autres influence vachement notre manière d'approcher les gens dans le monde réel. Et par exemple, j'ai une amie où ça lui arrivait un jour, elle datait quelqu'un, un mec, elle se retrouve au bar avec lui, il papote, machin et tout. Il a un peu insisté, il voulait savoir ce qu'ils allaient faire après. Elle avait dit qu'elle rentrera chez elle. Le mec a insisté un peu, ça n'a pas fonctionné. Et le mec, en fait, il lui a dit clairement, ah donc on va pas coucher ensemble ce soir. Elle a dit non. Il s'est levé, il a payé, il est parti. Je me suis dit, c'est marrant, en fait, il l'a swipé à gauche en faisant ça. C'est-à-dire qu'il a ce comportement. Après, il y a des femmes qui le font sûrement aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a hyper choquée de voir que nos rapports, tu vois, aussi peuvent. Mais par contre, c'est vrai que ces applications, elles peuvent aider les gens qui sont timides aussi. Pourquoi pas, tu vois. Moi, c'est pour ça que moi, je suis pas du tout contre ces applications. Au contraire, moi, je trouve ça génial. Le seul truc que je dis, c'est qu'il faut reconnaître les limites de ces applications et surtout qu'elles n'influencent pas trop notre manière de nous comporter et d'échanger les uns avec les autres dans le monde réel. Tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est vraiment. Il y a la même chose finalement avec le porno finalement. Hein. En fait, on est biaisé par pareil. des choses qu'on voit et des comportements qu'on voit sur l'internet, comme on dit. J'ai fait un petit sondage dans le chat et je demandais si vous croyez au grand amour. Eh ben, c'est marrant, 55% de oui et 45% de non. Et c'est un chiffre, pour la petite histoire, Laura, j'ai souvent fait cette stat, moi, tu vois. Et c'est toujours 60-40, tu vois, à peu près kiff-kiff, quoi. Et c'est intéressant parce que moi, je crois aussi à l'idée que parfois, ça fait du bien de se dire que ça peut marcher. Et si ça peut te donner confiance, why not, tu vois. Je veux dire, on connaît plein de gens qui se sont rencontrés sur les applications de rencontre et qui ont eu des relations longues, on voit qu'ils se sont mariés. Mais ce que je dis, c'est faut pas que ça devienne un biais de confirmation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, à fond. C'est pas, ça reste un outil, quoi. Tu vois, ça reste un outil, mais c'est pas ça qui doit. Si les algorithmes pouvaient t'aider à trouver le grand amour, grand si, tu vois. Ce serait pas sous forme d'application, en fait, finalement. Ce serait il faudrait plus des données de comportement, en fait, finalement. Ouais, et en fait, ce que j'explique souvent, c'est que ça, c'est un paradoxe, parce que imaginons, comme tu dis, qu'un algo est capable, avec des données extrêmement granulaires, complexes, diversifiées, riches, il arrive à trouver le grand amour pour toi. Mais en réalité, ce grand amour, c'est pas une notion absolue, parce que quelque part, à 20 ans, tu vas peut-être pas pouvoir apprécier ce grand amour de la même manière qu'à 30, parce que tu auras vécu entre 20 et 30 ans, ton ego aura été modulé, tes envies auront été différentes, et du coup, c'est là où c'est compliqué, parce que si on te trouve le grand amour à 20 ans, tu ne t'interroges pas et tu n'apprends pas toi-même. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que moi, je suis à fond pour utiliser des algos dans plein de domaines. Après, il faut juste se rendre compte que il faut pas substituer son propre apprentissage à l'algorithme, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut pas, par exemple, si tu utilises qu'un algo pour trouver le resto où tu vas aller chaque semaine avec tes potes, en fait, tu vas jamais aller toi-même vers un resto qui peut-être va moins te plaire ou peut-être plus te plaire et qui va jouer sur ton propre apprentissage, tu vois. Et j'aime bien la remarque de Basilic Vegeta, tu n'es en compétition contre personne mis à part toi-même. C'est intéressant parce que moi, je trouve qu'il y a une sorte de permanente comparaison, en fait, sur ces applications. Parce que moi, je les ai vachement aussi étudiées parce que je faisais une étude là-dessus. Et c'est vrai que même moi, je me voyais à un moment fonctionner en mode robot, où en fait, c'était en mode
compétition. Dans mon cas, en tout cas, combien de mecs t'ont swipé à droite, combien, tu vois, c'est un peu, c'est pas forcément super sain, je trouve pas. Et il y a une sociologue franco-israélienne qui s'appelle Eva Illouz qui a écrit Pourquoi l'amour fait mal et qui a écrit beaucoup sur la notion de marché comparatif. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. Il y a plein de trucs où je trouve qu'elle est un peu conservatrice pour moi, mais elle a une analyse qui me plaît beaucoup parce qu'elle explique en fait qu'on a une sorte de marché comparatif dans l'amour aujourd'hui où en fait tu aurais tendance à te comparer l'un l'autre, à essayer de, tu vois, d'avoir un rapport transactionnel dans les échanges amoureux. Et je trouve que c'est un livre qui est assez facile à lire et vraiment intéressant pour comprendre le changement des relations. Et elle explique aussi, voilà, cette influence des nouveaux outils qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer, se séduire, se plaire avec nos comportements dans la vraie vie. C'est assez intéressant, quoi. Ben oui, ben écoute, c'est dans ma liste à lire maintenant, c'est bon, c'est dedans. C'est fait. Personnellement, pas d'accord. Je pense que les hommes sont en permanente compétition pour une femme ou une femme reçoit énormément de propositions à l'inverse. Ouh là là, et là, je pense qu'on rentre vraiment Ouh là dans là, un truc. alors Hypario, c'est pas très hétéronormé en plus. Hypario, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, faut lire Eva Illouz, en fait, ce qu'elle explique. Et après, je vais devoir y aller malheureusement, mais on pourra se faire un autre stream et puis on préparera les sujets. Mais en fait, elle raconte justement que les hommes, c'est des rapports hétérosexuels dont je parle ici. Hein. Lorsque l'homme est avec une femme, il aura tendance à regarder d'autres femmes pour, entre guillemets, comparer. Check the market, tu vois. C'est horrible, elle l'explique. Hein. Oui. Tu vois, les femmes n'ont pas la tendance de faire ça, d'aller comparer. Lorsqu'elles sont avec un homme, elles ne voient que cet homme. Là, je ne dis pas ce que je pense, je vous dis ce que j'ai lu. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que les femmes tendent à prendre le comportement des hommes, mais à leur dépens. C'est-à-dire que lorsque une femme est avec lorsqu'un homme lui plaît, et que le mec a une nana, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle se compare à la nana. Oui. Un mec ne se compare pas avec un autre homme. Ça, c'est ce qu'elle explique, elle donne des études et tout. Donc, ça contredit un peu ce que tu dis, Hypario, mais je pense que c'est plein de recherches à faire. En plus, il y a un caractère générationnel parce que les choses ont tellement changé depuis nos grands-parents jusqu'à mes petites cousines qu'en fait, aussi, les gens s'approchent pas du tout de la même manière. Et pour le coup, moi, je sais que j'aime bien les jeunes générations. Elles sont peut-être encore plus ouvertes, elles sont moins dans les normes, tu vois. Ouais, il y a quand même des trucs qui apparaissent très très forts. On voit souvent le mouvement Pick Me Girl, le Pick Me. Je sais pas si on en a déjà entendu parler. C'est dommage en fait parce que encore une fois c'est un truc de comparaison et tout. On a été construite là-dedans. Moi j'ai été Pick Me parce que c'est tout ce que je connaissais comme comportement. Je pensais qu'il fallait plaire aux hommes et en fait c'est dommage qu'on se rabaisse comme ça entre nous parce qu'il y a cette compétition encore une fois et même si on pense être sorti de ça. Eh ben, il y en a encore qui vont dire oui, la pick me girl, regarde, alors qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est te comparer. Et c'est dommage, mais c'est dur. Donc, complètement d'accord. Il y a Roulios dans le chat qui dit on dirait la personne qui a fait Popcorn. Tout à fait. Aurélie, les gens qui est passé sur Popcorn il y a maintenant quelques mois, hein, quand même. C'était en juin dernier, je crois. Ah ouais, quand même, ça fait quand même un petit temps. J'ai l'impression que ça fait 3 mois. Ça fait. Ouais, non, mais je sais, moi aussi. Laisse tomber, quoi. Et plus tu vieillis, plus le temps passe vite. C'est vrai. Les copains, si ça vous dit, on peut faire. Moi, je vais devoir y aller, mais si ça vous dit, poser des questions et on peut imaginer des thèmes et choisir voilà, ce sur quoi on veut discuter. Voilà, on pourra avoir tout un sujet sur la distinction de Bourdieu, on pourra avoir tout un sujet sur l'influence des comportements de ces outils dans le monde réel, sur le fonctionnement, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le fonctionnement de ces algorithmes, même si en fait on n'a pas la secret sauce de ces applications, on a 2-3 trucs qu'on sait, parce que Tinder avait communiqué sur le score ELO score, ELO, du nom d'un mathématicien, donc pour aller mesurer de manière relative la capacité d'attraction d'une personne, ou encore comment ces algos peuvent fonctionner. Tu vois, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on pourrait imaginer, et ça va dans le sens d'une personne qui disait qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et est-ce que c'est la bonne manière? Je suis pas forcément sûre, quoi. Il y a plein de thèmes super cool à discuter, quoi. Mais en tout cas, trop cool. Ça fait trop merci plaisir. à vous tous. Mais écoute, on va pas te retenir plus longtemps, Aurélie, mais encore merci beaucoup en tout cas. Je crois que ça a beaucoup plu. N'oubliez pas, allez follow Aurélie sur ses réseaux sociaux, c'est là-bas, c'est par là. C'est adorable. Son Instagram et son Twitter, X pardon. Tant que twitter.com existe, redirige vers le réseau social. Moi aussi, je garde Twitter tant que le Twitter, exactement. Voilà. Je suis pareil que toi. Finalement. Mais en tout cas, merci beaucoup Aurélie. Moi, je vais rester encore un peu avec eux pour discuter encore un peu. Bah écoute, je vous embrasse tous et puis à très vite. Ciao. À très vite. Merci beaucoup en tout cas. Courage. Bye.
Et voilà, ça mélange algo et social de matière que je kiffe. Mais il y a plein de trucs et en vrai, quand vous passez du temps avec elle pour discuter, c'est impressionnant quoi, parce que vous apprenez plein de choses, elle a plein de choses à dire. Et en fait, le point en fait finalement, c'est il y a énormément de biais dans les algorithmes parce qu'au final, il faut faire aussi attention au côté, comme on dit, au côté social, au côté humain finalement quand on récolte des données. Donc c'est super intéressant de parler avec elle parce que quand elle fait ses recherches, en fait, elle fait aussi des recherches côté humain. Et donc il y a vraiment un mélange de savoir humain et avec le côté peut-être un peu plus technique aussi des algorithmes. Donc c'est vraiment très 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 intéressant quoi. C'est notre reflet, les algos, c'est super intéressant. Ah mais de ouf. Et en plus, vu que moi personnellement je suis pas une pro non plus, donc voilà, moi je sais pas encore faire tout ce qui est deep learning, apprentissage d'algorithmes, etc. Donc c'est trop cool de pouvoir être en contact avec quelqu'un comme Aurélie qui peut venir du coup en parler sur la chaîne aussi. Et on peut apprendre tous ensemble en fait finalement. Aurélie est célèbre, je pensais que c'était une femme au hasard de Twitch. Le choix des mots est très bizarre par contre de Chan. Mais non, ce n'est pas une personne au hasard. Aurélie Jean, elle est bien quand même, Aurélie Jean, hein, scientifique, entrepreneur et autrice, et spécialiste en modélisation algorithmique. Elle est surtout connue pour ses livres en fait. Et moi je l'ai découvert par exemple grâce à son premier livre en fait. Son premier bouquin était dingue, c'est ouf ce qu'on peut faire avec un bout de plastique et la recherche. Oh, laisse tomber, j'étais sur le cul quand j'ai lu je crois que c'était sa thèse ou quoi. Elle a simulé l'élasticité du caoutchouc avec un algorithme, enfin, what the fuck, tu vois, impressionnant. Et c'est il y a 10-15 ans, c'est ça quoi, c'est un truc de fou. Et en même temps, c'est ça le truc, c'est d'avoir quelqu'un qui vient te parler d'algorithmie, d'intelligence artificielle, mais qui vient pas te parler de ChatGPT, tu vois, et qui vient t'expliquer en fait qu'il y a plein de métiers derrière ces technologies et que c'est passionnant. Bah, en fait, je comprends pas le but de dire qu'elle est geek, mais voilà, c'est une personne remarquable en tout cas. Miracle, elle a dit nerd, c'est vrai ça. L'overlap entre les deux est fort, donc Osef, go dire geek ou nerd, c'est interchangeable. Je trouve aussi. Moi, c'était plus le fait de vouloir catégoriser, du coup, ah, mais du coup, c'est une geek. Bah, pas forcément en fait. Il y a un truc que vous pouvez observer, c'est que en général, quand une femme va sur un plateau TV ou invitée en tout cas dans un média traditionnel, et que celle-ci se présente être en rapport avec la technologie, donc pas forcément codeuse, mais en rapport avec du développement, la question qu'on va lui poser, c'est du coup, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une geek? Et t'es là, pourquoi tu poses pas ça aux hommes, en fait, tu vois? Essayez d'éviter de vouloir catégoriser, et on le fait très fort quand ce sont des femmes en général, comme dire c'est une femme dev, non, c'est une dev. Vraiment, ça va vous épargner aussi de la salive, je vous promets, ouais. Pourquoi ton blaze c'est pas dev tout court alors? Oh, j'avoue. Beau point, Babar, beau point. Dev bro.